La tontine, une arme qui a permis à la communauté Wenzhou d'investir dans plus de 40 000 commerces en France. L'équivalent, écoutez bien, de 10 milliards d'euros. Grâce à cette solidarité, certains ont d'ailleurs bâti des empires qui emploient des milliers de personnes en France. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Ma personne, récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des 4 mystères cachés derrière la tontine. Et derrière cette vidéo, je voulais montrer à quel point c'est fondamental pour nous de partir de ce qu'il y a dans notre culture pour pouvoir asseoir une force économique importante. Mais j'ai décidé aujourd'hui de partager avec toi un cas d'école, en l'occurrence la Chine, pour que tu puisses mieux comprendre ce que j'essaie de te faire comprendre en te partageant un bref résumé de ce livre, Le Guide de la tontine structurelle, écrit par le docteur Claudel Noubissi. Bref, reste bien attentif par rapport à ce que je vais partager avec toi aujourd'hui parce que crois-moi, ça pourra vraiment changer ta perception de concevoir la culture africaine, mais aussi et surtout de concevoir l'économie. C'est parti! Une partie de l'argent qu'ils ont gagné est mis dans un pot commun où peuvent cotiser jusqu'à 30 personnes. Un système basé sur la confiance absolue dans le clan Wenzhou. Est-ce que dans votre famille, il y a 30 personnes qui vont vous prêter de l'argent? Non, eux oui. La conclusion que j'en tire, je l'ai fait pour 4 commerçants chinois. J'ai prêté de l'argent à des amis français. J'ai perdu et mon argent et mes amis. Ça m'est arrivé quand même à 3 reprises. Chez les Chinois, en général, l'argent revient parce qu'ils perdraient l'honneur s'ils ne rendaient pas et on conserve très longtemps les amis. Résultat, la tontine permet aux plus jeunes d'utiliser ce système parallèle pour emprunter plus de 100 000 € en moyenne et à taux zéro. Un apport non négligeable au moment de négocier avec les banques pour acheter un bar tabac, par exemple. La tontine, une arme qui a permis à la communauté Wenzhou d'investir dans plus de 40 000 commerces en France. L'équivalent, écoutez bien, de 10 milliards d'euros. Grâce à cette solidarité, certains ont d'ailleurs bâti des empires qui emploient des milliers de personnes en France. Le lendemain matin, sur le périphérique parisien. Ah, monsieur Cohen, bonjour. Bien et vous? Alors? Il est 8 h, en route pour le bureau, monsieur Wang est déjà en plein deal. Bon, bah, de toute façon, tu sais, une affaire, tout le monde se trouve sur son compte. Hein. Merci, au revoir, au revoir. Le businessman règne aujourd'hui sur une petite fortune dans l'immobilier, aux portes de Paris. Direction Aubervilliers, une ville où il est devenu incontournable. Il y a 10 ans, c'est dans ces anciens hangars en briques que monsieur Wang a installé son QG. Aujourd'hui, une 50aine de salariés travaillent pour son compte, beaucoup originaires de Wenzhou, comme lui. Est-ce que tu pourrais me sortir toutes les attestations de travail? Il faut qu'on les imprime. Une belle réussite pour ce Chinois arrivé en France à 13 ans, avec ses parents. Comme ses compatriotes, monsieur Wang lui aussi a débuté dans la restauration, puis dans le prêt-à-porter, mais c'est dans l'immobilier qu'il a fait fortune. Ce matin-là d'ailleurs, à peine arrivé, il s'empresse de travailler à son nouveau business. Il a rendez-vous au téléphone avec une mairie de la banlieue parisienne. C'est son dernier gros coup, ces immeubles de bureaux vidés par la crise qu'il vient tout juste de racheter. On a pas mal avancé, mais c'est simplement, il faut définir vraiment, parce que si jamais l'autre, on ferait que du logement, dans ce cas, ce côté-là, on fera autre logement. C'est pas la peine, on va pas se concurrencer nous-mêmes, quand même. D'accord? Merci beaucoup. Allez, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous aviez qui au téléphone? Ah, les mairies, les gens de la mairie. La mairie d'où? Mairie de Sarcelles. Ces immeubles à Sarcelles, il va les rénover pour en faire des hôtels. Sa cible, les touristes chinois. Avant de te faire voir ce que peut-être tu n'as pas vu, j'aimerais d'abord me présenter si tu me découvres au travers de cette vidéo. Je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais il te brûle l'envie d'écrire pour impacter les générations présentes et futures, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter sur notre site internet argentlivre.com ou alors contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous
de cet écran. À ce jour, en l'espace de 2 ans, nous avons accompagné plus de 117 auteurs à écrire leur livre en 28 jours top chrono. Donc, si ça a marché pour eux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Si jamais tu souhaites bénéficier de notre programme inédit, tu sais où nous retrouver. Par ailleurs, si tu résides du côté du Cameroun, si tu comptes passer un séjour au Cameroun, il y a un peu plus de 3 mois, nous avons lancé une société de location de véhicules baptisée ALK grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Donc, si tu recherches une berline ou un SUV pour te déplacer en toute tranquillité de ce côté-là de l'Afrique, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter au numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, au travers de cette vidéo, on voit tout de suite que les Chinois, grâce à la tontine, qui, je précise, la tontine, on avait pour habitude de penser que la tontine était essentiellement africain. Non, parce qu'il faut savoir que les Japonais aussi ont une forme de tontine qu'on appelle kus. Et par contre, en Chine, leur tontine s'appelle Hui. Hui. H-U-I. Ben, je l'ai découvert grâce à ce livre-ci. Et tu vois très bien au travers de cette vidéo documentaire, ce qu'ils arrivent à faire grâce aux tontines. Qu'est-ce que, premièrement, j'aimerais que tu retiennes au travers de cette vidéo? C'est que les Chinois sont partis de leur culture pour pouvoir être puissants économiquement. Et c'est là tout le jeu. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que forcément dans nos cultures, on a nos manières à nous de faire pour atteindre les mêmes résultats que les autres. Tout le jeu dans ce monde, à ce jour, c'est quoi? Les Américains, c'est de véhiculer leur culture, d'imposer leur culture dans les territoires étrangers. Une fois qu'on a imposé notre culture déjà à travers notre langue, ce qui se passe, c'est qu'on peut facilement vous faire consommer ce que nous on produit. Et nous sommes OK sur le fait que c'est celui qui produit qui s'enrichit. Les Chinois, eux, ils ont conscience de ça et ils se posent une question qui est celle de savoir quel est l'équivalent de l'économie dans notre culture qui nous permet d'être puissants économiquement, mais en partant de notre propre culture. Je ne sais pas si tu vois un peu le délire. Et ils se disent, OK, dans notre culture, on a la tontine qui peut être un levier très puissant pour avoir des résultats super importants. Ils partent de leur propre culture. Et tu verras que très souvent, les territoires qui ont su préserver leur culture, faire avec leur culture, sont en général les territoires qui arrivent à s'en sortir plutôt bien sur le plan économique. Parce que la culture, c'est quoi? La culture d'un peuple, c'est l'ensemble, c'est ce qui fait son identité. C'est l'ensemble des éléments, on va parler de l'histoire, on va parler de la langue, on va parler des danses même, qui permettent à quelqu'un de savoir quelle est son identité. Et c'est grâce à cette identité-là, quand tu sais qui tu es, peu importe le coin du monde où tu vas réussir à te faire ta place parce que tu sais déjà qui tu es. Ce qui fait qu'on ne pourra pas te faire comprendre que tu es quelqu'un d'autre. Non. C'est fondamental si jamais moi, de tous les entrepreneurs que moi j'ai vu qui se sont sortis dans les affaires, je me suis rendu compte qu'ils étaient profondément ancrés culturellement. Ils connaissaient leur identité. Ils se disaient, OK, c'est vrai, je m'avais traité avec un Chinois, je m'avais traité avec un Américain, je m'avais traité avec un Français. Mais je sais que moi, je suis Camerounais, je suis Tchadien, je suis Burkinabé, je suis Ivoirien. Et même dans la négociation, tu peux aller chercher dans ta culture des techniques de négociation qui te permettent de gagner une négociation. C'est exactement ce que faisait Kadji Defosso quand il allait négocier les prix des matières premières telles que le houblon ici, en Europe. Des fois qu'il arrivait devant le négociateur, il le faisait sortir de son référentiel à lui. C'est-à-dire, ici, lorsque tu veux négocier, il faut que tu regardes ton interlocuteur dans les yeux. Sauf que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne parlait pas directement avec l'interlocuteur. Non, il parlait, lui, avec son interlocuteur à lui, en langue bamliké. Et c'est ce traducteur-là qui échangeait directement avec le vendeur. Donc, ça perturbait le vendeur parce qu'il ne se retrouvait pas. Il ne comprenait pas ce qu'il se faisait. Il ne comprenait pas. Il était perdu. Du coup, ça le déséquilibre. Donc, même en termes de négociation, il perd ses repères. Et même quand j'ai discuté avec monsieur Agnissé Bongo, le frère d'Ali Bongo, il y a quelques mois en arrière, lorsque j'étais au Gabon, il me disait la même chose. Il s'était rendu pour négocier les prix de je ne sais plus quel produit ici en France. Et une fois sur place, voici la technique qu'il a utilisée. En discutant avec le vendeur, il dit au vendeur que bon, avant de vous donner ma réponse, laissez-moi d'abord contacter les esprits. Et pour contacter les esprits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé en un dialecte du Gabon, juste à côté. C'était du bluff. C'était du bluff, mais le monsieur en face de lui était perdu, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et tout de suite, il a réussi à négocier le produit. Je vais dire un truc bateau, hein. Il a réussi à négocier, à achever la vente à 1 million d'euros. Et quand il a signé le contrat, quand il retourne au Gabon, les mêmes vendeurs l'appellent et lui disent, mais non, on vient de se rendre compte que la négociation n'était pas bonne. Donc nous, on préfère annuler le contrat. Et bien sûr, en annulant le contrat, il y avait des pénalités à payer. Voilà comment
Certes, ils n'ont pas gagné le marché, mais ces gens-là, pour les dédommager, ils leur ont versé l'équivalent de 600 000 € à peu près. Bref, je te mets aussi la vidéo de cette interview en commentaire. Je ne sais pas si tu captes un peu. Il allait chercher dans sa culture les techniques de négociation qui lui permettaient de remporter la négociation. Tant que nous, on s'en va négocier avec tant qu'on va aller faire du business, en étant dans le référentiel de l'autre, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà pourquoi il faut que chacun cherche dans sa culture l'équivalent de ce qui lui permettra d'être puissant. Deuxièmement, bref, si tu veux en savoir plus, il faut relire le livre du Dr Claudel Nobissi, le guide de la tontine structurelle disponible sur argentlivre.com. Deuxièmement, cette vidéo, c'est une vidéo puissante en termes d'intelligence économique. Très, très, très puissante en termes d'intelligence économique. Dans cette vidéo, comme tu as pu le constater, il précise très bien que les Chinois, grâce à la tontine, ils ont réussi à peser à plus de 10 milliards d'euros sur l'économie. Et encore ça, c'est juste une partie. Ils donnent de l'emploi à des milliers de Français. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'économiquement, ces gars, il ne faut pas les chercher. Économiquement, ils sont puissants. Et aussi, ils sont très communautaires, ils sont solidaires. Donc, tu sais que si tu attaques à un, c'est toute la communauté qui va te tomber dessus. Et comme si ça ne suffit pas, au cours de l'interview avec le monsieur, qui je pense qu'il devait être d'origine française, il dit clairement que lorsqu'il emprunte de l'argent chez les Chinois lui rendent toujours. Pourquoi? Parce que l'honneur pour eux, c'est sacré. C'est sacré de garder, de préserver leur honneur. Voilà pourquoi ils remboursent toujours l'argent. Alors que lorsque lui, il traite par exemple avec un Français, des fois, il perd son argent et ses amis. C'est purement et simplement un jeu de communication. C'est de l'intelligence économique. Parce que le message derrière qui est véhiculé, c'est quoi? C'est que les personnes avec qui il faut faire les affaires, ce sont les Chinois. Parce qu'ils sont réglo. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire que tant que nous, les Africains, on n'aura pas compris l'importance de communiquer, ça va être compliqué de s'en sortir. Parce que si nous aussi, on ne met pas en place des documentaires comme ceux-là, pour montrer ce que nous, on fait bien, pour montrer notre puissance. Quand on fait le défilé le 20 mai, le défilé, des fêtes nationales, qu'est-ce que c'est? C'est une démonstration de puissance auprès des puissances extérieures. On vous dit attention, voici les armes qu'on a entre guillemets. Voilà pourquoi c'est filmé, c'est diffusé, c'est vrai, on dit qu'on rend honneur et tout. Mais c'est de l'intelligence économique. Moi, je l'ai bien compris en lisant le livre du docteur Paul Foucault-Kamoni intitulé « L'intelligence économique », disponible sur argentlivre.com. En tant qu'entrepreneur, tu dois lire ce genre de livre parce que tu as besoin de comprendre comment le monde fonctionne. Tout ce qu'on fait là, c'est pour du business. Le monde tourne autour de l'argent. Tout ce qui est fait là, c'est du business. Parce que je te doute bien que pour tourner un tel documentaire, il faut payer très cher. Parce que pour tourner un tel documentaire, ça prend beaucoup de temps. Et il faut appeler des professionnels pour filmer ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un va dépenser des sommes aussi importantes juste pour que tu regardes? Non. Le message caché derrière, c'est de te faire comprendre qu'attention, nous sommes puissants. Nous sommes des acteurs économiques ici. Donc, il ne faut pas nous chercher. C'est ça le message caché derrière que je voulais que tu vois. C'est ça la puissance de la communication. Mais nous, on ne communique pas assez sur ce qu'on fait. Du coup, on passe toujours pour les derniers de la classe. On passe pour des gens qui n'accomplissent rien du tout. Alors qu'on fait des choses, la communauté fait des choses, mais très souvent, on laisse les autres raconter notre histoire. Et quand l'autre raconte notre histoire, très souvent, on n'est pas mis en avant. C'est ça qui est triste. Donc maintenant, tu estimes que tu as fait une école de journalisme, une école de communication et tout le bazar. Il faut que tu prennes sur toi de communiquer sur ce qu'on fait et de montrer aux autres que bon, désormais, on intervient dans tel secteur, donc il ne faut pas nous chercher. Et mieux que ça, ça permet aux autres de la communauté de comprendre que nous ne sommes pas les derniers de la classe. Et en termes de fierté, c'est important. Sinon, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a des chefs d'État qui se permettent de dire que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire? Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est parce qu'on ne communique pas assez sur ce que nos ancêtres ont fait. On ne communique pas assez. Du coup, on a toujours l'impression que les Africains ne foutent rien. Et malheureusement, ceux qui brillent, c'est ceux qui font des choses pas très appréciables, pas très louables, qui ne nous mettent pas en avant de la meilleure des manières. Ça, c'est un jeu de communication. Donc, vous, nos aînés qui estimez que vous faites des choses exceptionnelles, s'il vous plaît, sortez de l'ombre, exposez vos travaux. Ça nous permettra de gagner en confiance. Parce que moi, jusqu'à il y a quelques mois, je ne savais pas que la culture africaine, c'est une culture qui avait plus de 300 000 ans. Je ne savais pas que ce sont les Africains qui avaient créé l'écriture. Je ne savais pas qu'il y a plus de 300 000 ans, nos ancêtres étaient très avancés d'un point de vue médical. Oui. Je ne savais même pas que les mathématiques étaient d'origine africaine. Ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce qu'en menant mes recherches, je me suis rendu compte que
Le père de la médecine africaine, peut-être même mondiale, je dirais, c'est Imhotep. On parle de plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Sauf qu'aujourd'hui, on retrouve des Africains qui, quand ils finissent les études de médecine, ils prêtent serment au nom d'Hippocrate. Sauf que Hippocrate a appris la médecine où? Il a appris la médecine auprès de Imhotep, en tout cas en Égypte antique. Et donc, ils ont traduit certains traités de médecine qui avaient été écrits par Imhotep plusieurs milliers d'années par le passé. Ça a été traduit en grec. Sauf que les Grecs, en traduisant le hiéroglyphe en grec, n'ont pas pris le soin de mentionner qu'en fait, celui qui avait écrit ça, c'était Imhotep. Donc, ils se sont appropriés les recherches des Africains par le passé. Et c'est ça qu'ils utilisent. Et désormais, nous, quand les Africains prêtent serment, ils prêtent au nom d'Hippocrate. Du non-sens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces informations. Donc moi, le fait de le savoir, ça me rend beaucoup plus fier et beaucoup plus confiant dans le sens où je me dis, si nos ancêtres ont pu le faire, nous aussi on peut le faire. L'histoire est falsifiée. L'histoire est falsifiée. Mais pour le savoir, il faut que nos aînés, donc merci beaucoup au grand frère, au défunt Omotunde Kalala, qui a fait ce travail pour nous et qui met tout cela en lumière. Tu vois la puissance de la communication maintenant. Bref, faites tes recherches. Les Africains ne sont pas les derniers de la classe, ou du moins on n'a pas toujours été ce qu'on est aujourd'hui. Il y a eu une histoire qui a été falsifiée. On a eu une histoire très puissante, très avancée. Parce que le stéthoscope, le scalpel, le bistouri, ça existait depuis fort longtemps. Ça existait depuis fort longtemps. En Égypte antique, les Grecs ont juste copié sur ce qui était déjà là-bas. Thalès, Pythagore, les théorèmes qui leur sont attribués ne sont pas les leurs. Ils ont copié sur l'Égypte antique. L'os d'Ishango montre à suffisance que les mathématiques trouvent leur origine en Afrique. La pierre de Blombos, retrouvée dans la ville de Blombos en Afrique du Sud, montre à suffisance que les mathématiques trouvent leur origine en Afrique. La théorie des éléments finis, qui est une théorie qui est utilisée pour de la simulation aujourd'hui. Tu ne peux pas faire des simulations aujourd'hui. Par exemple, lorsque tu conduis une voiture, il a fallu que, pour tester le degré de rigidité d'une voiture, il faut faire de la simulation. Il faut aller dans des modèles informatiques. Parce que s'il faut passer par l'expérimentation et prendre les voitures pour tester la solidité d'une voiture, ça va coûter trop cher parce qu'il faudra casser beaucoup de voitures. Alors grâce à l'informatique, on fait de la simulation et pour transformer un outil fini, un outil continu tel qu'un véhicule ou une pierre et trouver son équivalent en informatique, il faut passer par la théorie des éléments finis. J'en parlerai de long en large au cours du talk que je donnerai au sein de la communauté des chercheurs d'Ariane certifiés. Ce talk intitulé « Les origines africaines de la science et des mathématiques ». C'est grâce à cette théorie-là qu'on fait de la simulation et ça existait depuis fort longtemps. Donc, quand tu as conscience de ça, je te rends compte qu'on n'a pas été les derniers de la classe. Mais pour ça, il faut faire des recherches. Mais lorsqu'on va faire ces recherches, il faut que nos aînés communiquent dessus. Mais quelles sont les communications qui sont faites dessus? Même nos médias ne véhiculent pas ce type de message. C'est dommage. Bref, ma personne, si tu veux mieux comprendre comment fonctionne le monde, voilà ce que je te recommande comme livre, L'intelligence économique du docteur Paul Fokam-Kamonier. Et si jamais tu veux en savoir plus sur les tontines en Afrique, moi je te recommande vivement ce livre. Tous deux disponibles sur le site internet argentlivre.com. Cela étant dit, c'était Valère Bélia. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à nous le dire en commentaire ou alors à nous lâcher un petit pouce, ça nous fera plaisir. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.